Oui, ça n'est pas à proprement parler une question, c'est plutôt une remarque à propos de la deuxième intervention. Voilà, donc effectivement, le thème de l'exposition se limite à 1910. Moi, je voulais simplement étendre un petit peu le champ temporel jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit, par exemple, dans les documentaires qui décrivent la vie des officiers allemands sous l'occupation, justement de nombreux séjours dans ces maisons, qui étaient toujours ouvertes, hein, puisqu'elles n'ont été fermées qu'à la fin de la guerre. Et effectivement, bon, c'était un petit peu le côté un peu, je dirais, nostalgique d'une certaine façon, ou assez touchant d'une certaine façon aussi, de gens qui allaient prendre un dernier plaisir avant d'aller se faire tuer sur le front de Russie. Donc c'était juste une petite remarque que je voulais faire en addition pour montrer que c'était pas seulement, je veux dire, des gens qui étaient dans une recherche vénale de plaisir, mais c'était aussi quelquefois des drames très humains qui pouvaient avoir lieu dans ces établissements. Et c'est sans doute pas un hasard, d'ailleurs, si les maisons closes ont été fermées justement juste après la guerre. Parce que c'était aussi peut-être une réaction par rapport à cette période. Voilà. Si je peux me permettre, on observe déjà la même chose en fait avec la Première Guerre mondiale, où il y a effectivement tout le traumatisme, voilà, qu'on connaît avec les combats, etc., où il y a une activité très intense, mais après-guerre, un retour, alors à la fois c'est les années folles qui se dessinent, et un retour à l'ordre moral extrêmement important, parce qu'il avait été dit que les Allemands, c'était dans la presse, dans beaucoup d'essais de l'époque, que les Allemands s'étaient permis de penser qu'ils allaient enfoncer les troupes françaises, parce que les spectacles donnaient une image d'espèce de pantin qui ne pensait qu'à forniquer et qu'on allait en faire qu'une bouchée. Donc, décision d'être effectivement plus réglée de ce côté-là, dans l'image au moins qu'on donnait, et qui trouve un écho définitif cette fois en 1946. Si je peux rajouter un petit complément, ce que vous dites. Alors, d'une part, je pense que la communication était sur les music halls. Vous avez fait une remarque qui est plus sur les maisons closes. Je pense que ce sont deux types d'établissements très différents. Néanmoins, votre remarque est très juste, parce que dans la littérature abolitionniste des années 45-46, le fait que les patrons de bordel aient collaboré et reçu des soldats allemands est mis en avant. Et également mis en avant, même si c'est sur un mode mineur, le fait qu'il y a d'autres soldats qui sont les soldats américains, qui pour certains sont noirs, et que ça pose problème que ces hommes-là aillent fréquenter des prostituées françaises. Pour rester près du côté militaire, la prostitution faisait partie des rites initiatiques. Il se passait quelque chose dans la vie d'un futur militaire et de la future chair à canon. Une journée de sélection militaire consistait à réunir les jeunes d'une même incorporation pendant une journée, de les faire défiler nus devant les militaires pour passer la sélection, et ça se terminait par justement un brevet d'admissibilité, et ces jeunes se réunissaient, faisaient des banquets et allaient voir les prostituées le soir, et la commune éventuellement organisait un bal des conscrits. C'était un rite initiatique qui s'est terminé dans les années 1960, lorsque l'armée a changé son système de recrutement. Donc c'est le côté homme de la prostitution. Bonjour. Alors moi j'avais une question. Alors c'était très intéressant. Voilà, le lien entre music hall et prostitution. Et en fait, je voulais savoir si vous aviez des informations sur les fêtes foraines qui se passaient au XIXe siècle également, et donc qui s'adressaient plutôt aux classes populaires, et où se déroulaient des striptease forains, et où en fait où c'était des lieux de prostitution également. Et voilà, donc j'aurais voulu savoir si vous aviez des informations sur ce pendant-là, voilà, entre lien entre scène et prostitution, mais là dans un lieu plutôt populaire. J'ai pas énormément creusé cette question, mais un peu parce que je me suis aussi intéressée aux circassiens. Alors ça pouvait être
pour ce que j'ai détecté, hein, je reste mesurée, ça peut être un début de carrière, les spectacles forains, en espérant grimper dans cette hiérarchie et accéder à d'autres types de spectacles, donc à d'autres types de messieurs et d'autres types de bourses, sans mauvais jeu de mots. Ah oui, ça m'échappait. Ou la fin de l'itinéraire. Là, j'ai en tête la Goulue, qui est célèbre pour avoir, voilà, non seulement pour le Moulin Rouge, le Cancan, mais pour avoir brassé beaucoup d'argent, était à la une des colonnes de la presse et qui a terminé dans une ménagerie, mais pas tout à fait, puisqu'elle a terminé même par vendre des allumettes, des cigarettes, des cacahuètes. Donc voilà, c'est destiné à une autre clientèle, mais associé tout autant au spectacle. En général, c'est juste une question à la fois du milieu social du public, mais aussi des tarifs des femmes. Je voulais quand même aussi préciser qu'il y a aussi dans ces formes de spectacle des tas de femmes qui n'ont pas ces pratiques et qui se contentent d'avoir leurs activités artistiques. Mais pour ce que j'ai pu voir, c'est tout à fait vrai aussi pour les spectacles forains.